Les troupes sont aux portes de Kisangani, une ville stratégique, dernier verrou avant Kinshasa. Kisangani représente aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident. L'Occident qui avait une mainmise, qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes. C'était une fierté, une renaissance d'une conscience nouvelle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Renverser Mobutu et imposer un nouvel ordre en Afrique. Le rêve est à portée de main des rebelles et de leurs alliés. Mais les Nations Unies craignent que la prise de Kinshasa ne tourne au bain de sang. Elles tentent alors désespérément d'imposer une rencontre de la dernière chance entre Kabila et le vieux dictateur qui refuse d'abdiquer. N'importe quelle intervention internationale aurait en fait servi les intérêts de Mobutu. C'est ce que voulaient les Français. C'est ce que nous ne voulions pas. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu. Dans la capitale zaïroise, la tension est palpable. La ville est vide et la rumeur donne déjà Kabila vainqueur. Les Américains l'ont compris et Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message à Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir? C'était difficile, mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années, il avait été l'ami des Américains. Parce qu'il a vraiment cité toutes les grandes étapes de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des États-Unis. Ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par exemple, que son armée allait perdre, qu'elle était incapable de défendre Kinshasa, qu'il se pouvait même, s'il refusait de se retirer pacifiquement, que son corps soit traîné dans les rues de Kinshasa. Là, Mobutu a sursauté pour dire « mais comment ?» Donc, si je comprends, vous m'amenez le message de Kabila, parce que c'est ça la position de Kabila. Je le revois encore triturer sa canne, ajuster sa toque. On était très près l'un de l'autre. Vous savez, c'était vraiment une mission difficile. J'avais peur que les membres de sa famille lui conseillent de s'accrocher au pouvoir. De temps en temps, il demandait une pause, le temps de consulter les siens sur ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, ici, ils ne viennent pas demander votre avis. Ils vous apportent là ce message. Il n'est même pas diplomatique, il est cru. On vous met devant un ultimatum. Vous acceptez, voici les conditions. On vous fait sortir avec votre famille, avec la sécurité de vos biens et tout. Et on protège vos biens à l'extérieur. Il savait qu'il lui fallait rencontrer Kabila tôt ou tard. Il le savait. Il avait compris que c'était la fin, qu'il ne pouvait plus s'opposer à une rencontre avec Kabila. Je suis heureux d'annoncer que le président Mobutu et M. Kabila ont accepté de se rencontrer. C'est une occasion historique qui pourrait permettre une transition pacifique au Zaïre. L'Afrique du Sud se porte volontaire pour organiser la rencontre historique. Parmi les problèmes à régler, celui du lieu où se dérouleront les pourparlers. Nelson Mandela propose l'Utenika, un navire de guerre sud-africain. C'est le président lui-même qui mènera ces négociations de la dernière chance. Les menaces directes de Bill Richardson laissent peu de marge de manœuvre à Mobutu.
Le vieux dictateur accepte contraint de s'asseoir à la même table que Kabila, l'homme qui règne désormais sur plus de la moitié du Zaïre. Il avait peur. Il est parti avec toute sa famille. Et puis, certains maîtres et certains gardes de corps avaient fui le bateau en dernière minute. Parce que tout le monde avait le traumatisme que les Américains, avec les Sud-Africains, allaient le prendre en otage dans le bateau et l'amener en exil. Le président me regardait. J'avais appris en 4 années à décoder son regard. Une grande souffrance, une grande détresse, une grande solitude. Et aussi, quelque part, la volonté d'en finir. D'en finir, voilà. Et quand ce soir-là, Kabila n'est pas venu, un hélicoptère faisait aller et venait, on montait, on descendait, on montait, on descendait. Juste en ce moment où la tension commençait à monter, ouf, on entend l'hélico, et puis toute la tension est tournée vers l'hélico. L'hélico atterrit, et puis tout le monde attend la sortie de Kabila, et on voit la silhouette de Thabo Mbeki sortir, plus rien. Kabila ne voulait pas venir. Quel intérêt avait-il à négocier? Il avait les troupes, les armes et l'argent. Le président Mandela n'était pas du tout content de notre comportement. Il trouvait Kabila très arrogant. C'était pour moi la première fois de voir comment Mandela est en colère. Il était dans tous ses états. Je croyais que c'était un homme doux et qui ne se fâchait pas, mais ce jour-là, j'ai eu le privilège de voir comment il était hors de lui. Il avait des propos extrêmement durs vis-à-vis de Kabila pour le coup, parce qu'il considérait ça vraiment que c'était une injure face à lui, parce que c'est une gifle qu'il avait ramassée là sur la face du monde. C'est ce bateau français, le Jean Moulin, amarré tout près de l'Outénéka, qui inquiète Kabila. Sa visite était prévue de longue date, mais le leader des rebelles est persuadé que les Français veulent lui tendre un piège et sauver Mobutu. Kabila m'a dit qu'il avait des informations précises sur le bateau français. D'après lui, il était là pour tirer sur notre avion et nous tuer tous. Et il a donc catégoriquement refusé de venir. Je lui ai alors proposé de partir tout seul, dans un premier hélicoptère, pour servir de leurre. Pour que je serve de cible, si jamais ils avaient vraiment envie de tirer. D'abord, il a refusé. Puis on s'est mis d'accord. Il a accepté. Nous étions tristes. Nous avons commencé à pleurer parce que j'étais persuadé de mourir. Mais je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, si je meurs, continue. Moi, j'étais en train de préparer le texte à donner à Mobutu qui devrait signer son départ. Parce que notre objectif, nous, c'était d'aller dire à Mobutu de partir et de signer son départ, là, sur le bateau. Je savais que si la rencontre de l'Outénéka échouait, nous n'arriverions ni à rejoindre Kinshasa, ni à renverser Mobutu. Cette rencontre était tellement importante pour la communauté internationale que si nous la décevions, j'étais persuadé que même si nous réussissions à prendre Kinshasa, nous aurions des problèmes. Il fallait attendre, effectivement, qu'on nous dise, que nos émissaires nous disent c'est sécurisé et que toutes les conditions que nous avons demandées sont réunies pour que nous puissions aller. À bord de l'Outénéka, la tension est extrême. Karaha a pour mission de tout vérifier. Le plus petit accro au protocole prévu et Kabila boycotte la rencontre. J'ai appelé Kabila et je lui ai dit qu'il pouvait venir.
Et ça a été, je crois, l'un des plus importants coups de téléphone de ma vie. Parce qu'il a rendu possible la rencontre de l'Outeneka. Il faut voir quel soulagement ils avaient. Ils ont couru pour aller préparer les hélicoptères et tout. Et c'est comme ça, très tard dans la nuit, nous avons quitté, escortés par l'armée sud-africaine équipée jusqu'aux dents. Et c'est comme ça que nous allons arriver à Outeneka très tard dans la nuit. Juste avant de rejoindre l'Outeneka, Kabila impose une dernière condition. Aucun représentant occidental ne doit être présent à bord. Les affaires africaines doivent se régler entre Africains. Mohamed Sarnoun, l'ambassadeur des Nations Unies, est le seul étranger au conflit toléré à bord. Nous ne voulons pas avoir d'autres nationalités sur le bateau, si ce n'est que les Congolais, les Sud-Africains. C'est tout. En dehors de ça, nous ne voulons pas voir une autre nation. Et Richardson a insisté, beaucoup insisté. On a dit niet. Ils ont tous été invités à quitter le bateau. Donc il n'y a eu sur le bateau, en fin de compte, uniquement les protagonistes et les médiateurs. Il n'y avait pas les Américains, il n'y avait pas les Français, il n'y avait pas d'autres puissances. Bill Richardson et la délégation américaine quittent le bateau. L'ambassadeur de France est relégué au bar. Tout un symbole. Après 24 heures de préparation, les négociations peuvent enfin commencer. On est venu me signaler vite, votre président, je me rappelle, c'était un Angolais qui est venu me dire, notre président est descendu. Alors nous courions pour aller les rejoindre dans les escaliers. En passant devant l'ascenseur pour sortir, l'ascenseur s'est ouvert, c'est Mobutu qui était assis. Il était dans l'ascenseur assis sur une chaise là. Et je me suis arrêté parce que bon, il fallait laisser le malade passer. Là, j'ai réalisé qu'il était fini. Mais je me rappelle aussi, j'ai senti que j'avais vraiment de la haine contre lui. Je me disais ça, c'était le diable. C'était le diable. C'est, disons, le président Mandela qui a joué sur ce plan un rôle très important, qui a parlé d'une manière personnelle, d'une manière tout à fait franche, ouverte, avec les deux responsables. Il était très direct et il a fait appel au sentiment de M. Kabila par rapport à la maladie de M. Mobutu. Et en même temps, il a fait aussi vraiment fait comprendre à M. Mobutu qu'il fallait savoir sortir de l'histoire quand il faut sortir de l'histoire. Après un long et franc échange de vues, il a été convenu que chacune des parties étudierait les propositions de l'autre et ferait connaître ses conclusions au président Mandela. La rencontre est un échec. Aucun accord n'est signé. Mobutu refuse de renoncer au pouvoir, Kabila, lui, refuse de renoncer à Kinshasa. L'espoir américain d'une transition en douceur est compromis. Les troupes de l'Alliance ne sont plus qu'à 150 km de la capitale zaïroise. En 6 mois, les rebelles ont conquis plus de la moitié du pays et peuvent désormais compter sur le soutien de la population et d'autres pays voisins comme l'Angola par exemple. Les villes tombent, l'armée de Mobutu renonce à combattre, mais la prise de Kinshasa s'annonce plus difficile. La DSP, la garde personnelle de Mobutu, est décidée à vendre chèrement sa peau. Une fois encore, le sort de Kinshasa est entre les mains du général Maélé. Mais celui que Mobutu a hésité à nommer chef d'état-major sait que militairement, la bataille de Kinshasa est perdue d'avance. Nous cherchions une solution pour éviter que la guerre n'embrasse Kinshasa. Maélé était tout à fait conscient qu'il ne pourrait pas militairement défendre la ville. C'était un patriote et il ne voyait aucune raison valable de s'engager dans cette bataille. Le général Maélé a eu le courage, ça il faut le lui reconnaître, de dire au président Mobutu ce que les autres généraux n'osaient pas dire. C'est-à-dire, il a dit au président Mobutu, nous ne sommes plus
capable d'assurer votre sécurité. Je me souviens très bien. Nous étions chez moi, assis l'un en face de l'autre. Nous buvions du thé. Nous avons abordé l'éventualité de son ralliement et je lui ai dit, « Vous savez, ça peut être très dangereux pour vous. Et je comprends tout à fait que la décision de vous rendre aux troupes rebelles est une décision difficile à prendre pour le chef d'état-major que vous êtes. » Il a répondu, « C'est vrai, mais vous devez comprendre que pour moi, seul compte le sort des habitants de ce pays, et tout particulièrement celui des habitants de Kinshasa. C'est plus important pour moi que ma propre réputation, que mon histoire personnelle. » En fait, en d'autres mots, il voulait dire, c'est la seule bonne décision à prendre. Quand il a réalisé que tout était fini, il a cherché à entrer en contact avec nous. Il voulait établir un contact avec Kabila pour voir comment éviter la guerre à Kinshasa. Il a demandé à entrer en contact avec Kabila pour régler les détails de son ralliement. Kinshasa devait passer aux mains des rebelles sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Les troupes de Maélé devaient assurer leur sécurité et tout faire pour qu'elles ne rencontrent aucune résistance. La passation des pouvoirs aux troupes de l'Alliance devait se faire en douceur. Les troupes de la FDL convergent vers Kinshasa. Très vite, la capitale est encerclée. Les aéroports du pays tombent un à un aux mains des rebelles. Un seul, celui de la capitale, reste encore sous contrôle des hommes de Mobutu. Son avion personnel est déjà à portée de tir des rebelles. Les gardes du corps du maréchal doivent coûte que coûte maintenir une piste ouverte pour permettre sa fuite. C'est la fin de 32 ans de règne sans partage. J'étais derrière. Quand le maréchal est descendu du véhicule, il a regardé Maélé, il avait les larmes aux yeux, en disant « Même toi, Maélé, mon fils ». Et Maélé répondra ceci, dit « Monte dans l'avion, je ne peux plus assumer ta sécurité ici ». J'étais en plein milieu du fleuve Congo. Et je ne savais même pas de quel côté était le Congo-Brazzaville et de quel côté était le Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là sur la rive et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. Nous nous sommes organisés et nous avons convergé vers le camp de Tchatchi. Aussitôt, les soldats de la garde spéciale se sont rendus. Ça a été la fin de la guerre du Kinshasa. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paye de sa vie. Il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré de soldats fidèles à Mobutu qui refuse de déposer les armes. J'étais chez moi, les gens m'appelaient pour me dire « Quelqu'un a vu les troupes de l'Alliance en ville le long de la voie ferrée ». Puis quelqu'un d'autre a appelé et m'a dit « Maélé est mort ». J'ai répondu « Ça n'a pas d'importance. Tout est réglé maintenant. Tout est fini ». Il aura fallu 7 mois seulement aux troupes de l'Alliance pour conquérir le Zaïre. Une conquête militaire que Kabila a laissé aux soldats rwandais le soin de mener. Ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame. Mobutu parti, c'est pour les Zaïrois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature. L'espoir de voir se développer une vraie coopération régionale. La libération du Zaïre, pays stratégique, symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite. Il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ?» Il était très excité. Il riait, il était très heureux. Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir ». Il répétait « Tu es sûr, tu es certain ?» J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori.
Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids? Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout ». En effet, depuis Lubumbashi, le Conseil élargi de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo vient de décider ce jour de prendre la haute direction du pays devant le vide juridique créé par la défection et la fuite de M. Mobutu depuis le vendredi 16 mai 1997. Le président de l'AFDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Avant même d'entrer dans Kinshasa, Kabila s'autoproclame président de la République. Le Zaïre est aussitôt débaptisé. Désormais, le cœur de l'Afrique s'appelle République démocratique du Congo. À Kinshasa, les soldats rwandais préparent le terrain pour l'arrivée du nouveau président. La ville est sécurisée et nettoyée de ses armes. Les soldats de l'ex-armée de Mobutu et les civils qui les avaient rejoints sont encouragés à intégrer les rangs des nouvelles forces de police. 5 jours après l'arrivée des premiers soldats rebelles, Kinshasa est sous le contrôle des troupes de l'Alliance. Kabila accepte alors de quitter sa province natale de Lubumbashi pour rejoindre la capitale. Le tombeur de Mobutu, le libérateur du Zaïre, celui que tout Kinshasa attend, arrive discrètement sous couvert de la nuit. Monsieur Kabila, s'il vous plaît. Monsieur Kabila. Monsieur... Quelques jours plus tard, Kabila organise lui-même dans le stade de Kinshasa sa propre cérémonie d'intronisation. Une occasion de confirmer son autoproclamation en tant que président de la République populaire du Congo et de remercier officiellement les pays amis qui l'ont aidé à renverser Mobutu. Le Rwanda a fourni le gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. Mais d'autres pays de la région ont aussi fait de gros efforts pour aider Kabila à conquérir le pays et à prendre le pouvoir. Alors le jour de l'intronisation, ils étaient tous là pour montrer physiquement leur soutien au nouveau président. Dans le stade de Kamanyola, le nouveau drapeau de la République démocratique accueille les alliés venus partager la victoire avec Kabila. Pasteur Bizimungu, président du Rwanda, qui a fourni le gros des troupes. Yoweri Museveni, la tête pensante, qui a rapproché Kabila des Rwandais. Et le président angolais Eduardo dos Santos, qui a fourni des hommes et des armes à la rébellion. Mais l'enthousiasme de Kabila et de ses alliés est loin d'être partagé par toute la population de Kinshasa. La première chose qui m'a surpris, c'est que le stade n'était pas plein. J'étais vraiment très étonné. Vous savez, Kinshasa est une ville d'environ 7 millions d'habitants. Et ce stade contient environ 80 000 personnes. Eh bien, il était au tiers vide. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et puis il y avait des gens qui dehors manifestaient contre nous et contre Kabila. Le problème venait des partis d'opposition. La manifestation était organisée par l'UDPS. En fait, ces gens espéraient qu'en arrivant au pouvoir, Kabila s'asserrait autour d'une table avec eux pour se mettre d'accord sur comment gouverner le pays. Mais il n'a rien fait de tout ça. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, représente l'opposition civile à Mobutu. Ces militants luttent politiquement depuis des années pour réclamer la démocratie au Zaïre. L'autoproclamation de Kabila et son programme très flou leur fait craindre le pire. Des contestations des étudiants là qui venaient chanter pour interrompre la cérémonie. Il fallait vraiment garder son sang-froid pour continuer avec la cérémonie.
Quand on m'a donné la parole, j'ai décidé de parler de l'aspect positif des choses plutôt que des côtés négatifs. Mobutu était parti, ça libérait l'Afrique, parce que le Congo était une véritable barrière entre l'Est et l'Ouest du continent. C'est vrai, je m'adresse à vous en anglais. C'est vrai aussi que le président Kabila s'adresse à vous en français. Mais je n'accepte pas d'être catalogué d'anglophone. Je ne suis pas anglophone. Je suis Yoweri Museveni, fils de Kaguta. C'est mon état civil. Si vous voulez me cataloguer, appelez-moi plutôt bantophone, mais pas anglophone. Je ne suis pas anglophone. Quand ce langage-là de bantophone était tenu, d'une manière, c'était réel. C'était tout à fait réel. Qu'entre nous, on allait continuer à nous aider, à nous entraider, à résoudre nos problèmes. Il y a eu même le sentiment que tout ce monde appuierait le Congo. Nous voulons un marché commun des Africains. Mais comment aurions-nous pu faire un marché commun de l'Afrique avec, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, un Congo dirigé n'importe comment par quelqu'un comme Mobutu? C'est pour cela que l'alliance du président Kabila a non seulement libéré le Congo, mais toute l'Afrique en même temps. Ça a été un très bon moment, un moment historique. Nous aurions pu faire beaucoup de grandes choses ensemble. Une coopération régionale, des projets de développement commun, l'autosuffisance alimentaire, la fin des guerres ethniques, autant de beaux projets évoqués ce jour-là. La nouvelle génération de dirigeants réunis autour de Kabila se jure de gouverner autrement. L'Afrique des Grands Lacs est prête à unir ses forces et ses richesses pour changer le destin de tout un continent. C'est la promesse d'un avenir meilleur pour tous les Africains. Mais la communauté internationale exige d'abord que les vainqueurs lui rendent quelques comptes. Nous allons travailler et agir ensemble. C'est l'événement le plus important pour l'Afrique depuis la fin du colonialisme. Mais nous sommes aussi ici pour apporter notre soutien à son Excellence Laurent-Désiré Kabila et aux troupes de l'Alliance contre la communauté internationale qui réclament une enquête et accusent M. Kabila d'avoir massacré des réfugiés. Le fantôme des réfugiés disparus au cours de l'avancée des troupes de l'Alliance vient brusquement gâcher la fête et hanter Kabila et ses alliés. Les questions sur le sort des dizaines de milliers de réfugiés Hutus disparus pendant la guerre sont nombreuses. Combien sont morts? Qui porte la responsabilité de leur disparition? Les soldats Tutsis de l'Alliance se sont-ils rendus coupables à leur tour de génocide? La communauté internationale réclame des réponses à toutes ces questions, mais Kabila refuse de coopérer avec la commission d'enquête. Les Américains sont les premiers embarrassés. Ils ont soutenu l'arrivée de Kabila au pouvoir et ne veulent pas être accusés d'avoir remplacé un dictateur par un autre dictateur. Kabila n'avait que très peu d'idées sur la façon de former un gouvernement, sur la façon d'instaurer la démocratie. Il avait été dans la guérilla quasiment toute sa vie. Alors je lui ai dit assez clairement, écoutez, c'est important que vous sortiez blanchi de cette commission d'enquête sur les massacres. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui vous compromettent sérieusement, vous et vos troupes. Mais si vous refusez de coopérer avec la mission des Nations Unies, vous n'aurez plus aucune aide de la communauté internationale. Nous voulons que vous acceptiez cette commission. Vous serez sans doute mis en cause, mais après, tout cela sera derrière vous. Je me souviens que Kabila écoutait attentivement, mais que ses ministres étaient tous contre moi. Nous, à l'époque, je me rappelle, nous disions non, la commission doit aller à l'endroit où on allègue qu'il y a eu des massacres. Pas
n'importe où au Congo, mais là où il est indiqué qu'on a fait des massacres. Commencer par l'Est et puis remonter jusqu'à l'Ouest. Richardson est venu et insister auprès du président. Et il a dit, Monsieur Richardson, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Monsieur Richardson dit, j'aimerais que vous puissiez permettre que ces gens aillent partout. Et le président lui a dit, je vous les concède. Ils vont aller partout. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. Le président nous a promis que son gouvernement coopérerait avec la mission des Nations Unies qui est chargée d'enquêter sur les massacres. Les enquêteurs sont attendus le 7 juillet. C'est une avancée majeure. Le président Kabila était plutôt furieux. Il considérait premièrement qu'il y avait eu une guerre et qu'une guerre fait toujours des victimes. Deuxièmement, que la communauté internationale devait l'aider à reconstruire le Congo plutôt que de le tourmenter sur le sort des réfugiés disparus. Vous brandissez toujours la promesse d'une aide, mais nous n'avons encore rien vu de concret. Il avait donné sa parole et il ne l'a pas tenue. C'est ce qui me dérangeait. Kabila connaissait les risques de cette mission, il l'avait acceptée et il a tout fait pour qu'elle ne puisse pas travailler. Maintenant, il était dans la pire situation, celle de celui qui avait bloqué une enquête internationale. Kabila envoie aux Nations Unies une délégation chargée de définir les objectifs de la commission d'enquête qu'on lui a imposée. Elle est conduite par son ministre des Affaires étrangères, Bizima Karaha. Les points de vue sont diamétralement opposés. Kabila veut que la commission enquête sur la globalité du sort des réfugiés. Mary Robinson, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, exige que seul le sort des réfugiés disparus soit abordé. Kofi Annan se montrait assez conciliant pour trouver une solution consensuelle. Autant Mme Robinson était particulièrement agressive en exigeant par tous les moyens que la République démocratique du Congo autorise la commission d'enquête à faire son travail, faute de quoi ils allaient préconiser des mesures draconiennes aux Nations Unies. On n'excluait d'ailleurs pas l'embargo. Nous avons essayé d'expliquer à Mme Robinson que la commission devait répondre à beaucoup d'autres questions. Combien de gens s'étaient réfugiés au Zaïre, par exemple? Combien de Zaïrois étaient morts eux aussi pendant la guerre? Où était passé le milliard de dollars destiné aux réfugiés? Quel avait été exactement le rôle des Nations Unies pendant les événements? La Commission devra répondre à un certain nombre de questions concernant tout particulièrement ce qui s'est passé dans l'Est du Zaïre. Qui a fait quoi? Quand? Pourquoi? Comment? Et avec l'aide de qui? Il était très agacé par cette affaire. Je crois qu'il ne dormait plus, c'était vraiment un casse-tête. Parce que, en tant que ministre des Affaires étrangères, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait traiter d'aucun sujet avec les délégations étrangères à cause de cette affaire, des massacres des réfugiés. Bien sûr, c'était difficile d'arriver à un accord. Mais elle ne voulait même pas commencer à discuter des problèmes les plus délicats. Finalement, l'enquête n'a pas abouti. Et ça a été l'obstacle dans lequel Kabila et son gouvernement se sont pris les pieds. L'échec de la commission d'enquête isole Kabila du reste de la communauté internationale. Mais les retombées de cette affaire entament aussi sérieusement les relations entre Kabila et ses alliés rwandais. Kabila refuse d'être le seul à porter le chapeau. Après tout, le gros des troupes accusées d'avoir massacré les réfugiés était principalement composé de soldats de Kigali. Mais ce n'est pas le seul point de tension entre Kabila et ceux qui l'ont porté au pouvoir.
Le Zaïre regorge de richesses et le Rwanda et l'Ouganda, qui ont largement participé à l'effort de guerre, exigent en récompense des services rendus une partie de l'immense gâteau sur lequel ils ont assis Kabila. L'abondance au Zaïre de cobalt, de diamants, d'or, de cuivre, d'uranium et de bois précieux a pendant des siècles attiré la convoitise des puissances coloniales. Kabila reproche à ses alliés de vouloir à leur tour profiter de la richesse de sa République démocratique. 6 mois à peine après la prise de Kinshasa, la lune de miel tourne au divorce. Personne ne pouvait penser que l'Ouganda, par exemple, et le Rwanda avaient pour arrière-fond de leur pensée de faire main basse sur toutes les richesses dont le pays regorge. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Au Rwanda, Kabila est reçu avec tous les honneurs que mérite son rang. Mais l'heure n'est déjà plus à la confiance et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, s'enclenche au fait le processus de séparation au fait, entre l'armée rwandaise et le président de la République. Militairement, Kabila a toujours dépendu des Rwandais. Il devient alors urgent pour lui de pouvoir compter sur sa propre armée. C'est au Katanga, dans sa tribu, que Kabila recrute ses troupes. Mais les Rwandais le soupçonnent de recruter aussi parmi les responsables du génocide. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'aux Katangais, les hommes de sa tribu. Petit à petit, il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la FDL, comme Massassou par exemple. Il les écartait un par un. Son pouvoir était devenu répressif. Et Kinshasa était mort, il avait accusé Massassou de vouloir faire un coup d'État. Il m'avait accusé au mois de mars 1998 de vouloir faire un coup d'État avec 30 kilos de documents. Un jour, j'ai intercepté un message de Kabila qui demandait à ses commandants de ne plus arrêter ni emprisonner nos ennemis, les soldats de l'ex-armée rwandaise qui se cachaient dans l'est du Congo. Il voulait qu'ils puissent s'organiser et proposer de les mettre à l'abri dans un endroit tenu secret. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Nous avons donc décidé de prendre nos distances avec Kabila. Parce qu'en même temps, il nous invitait officiellement pour faire croire au monde que nous étions tous derrière lui. Il fallait lui montrer que nous n'étions pas satisfaits de sa façon d'agir. L'Ouganda et le Rwanda accusent Kabila de soutenir les rebelles qui menacent la sécurité de leurs frontières et donc de la région. Kabila, de son côté, accuse ses alliés de se comporter au Congo comme une armée étrangère, de mépriser la population congolaise et les lois du pays.
il s'est révélé que les exactions commises par les Rwandais, par exemple, augmentaient. Exactions, les premiers temps, on n'y croyait pas. Ils ont arraché la voiture de quelqu'un, ils ont arraché la femme de quelqu'un, ils se sont comportés en pays conquis, etc. Accusation fondée ou manipulation, un sentiment anti-rwandais et anti-tutsi s'empare des rues de Kinshasa. Une aubaine pour Kabila qui, depuis son arrivée au pouvoir, cherche une occasion de s'affranchir de ses alliés. Le Rwanda au Rwandais, ça c'est notre pays. Tu sais que les Rwandais nous ont aidés, bien sûr, qu'ils rentrent chez eux. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau, me disant que, voilà, les choses ne vont pas bien, on accuse les gens sur des rumeurs. Il a d'abord cru que je me plaignais de mon éviction. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est tout le lumpen prolétariat qui prend notre place et qui risque d'envenimer encore plus les relations entre nous et Kabila. Il disait ça avec beaucoup de mépris. J'ai dit, comment les officiers issus du lumpen prolétaire? Ah, ben celui qui m'a remplacé est rentré dans mon bureau. La première chose qu'il a fait, c'est de répandre aux quatre coins de la pièce des fétiches pour neutraliser le soi-disant fétiche que moi j'aurais dans mon bureau. Je lui ai simplement donné comme exemple l'attitude du général Kifwa, celui qui m'a remplacé. Quand il est entré dans mon bureau, vous savez, pour la passation de pouvoir, il est arrivé avec une chèvre et il a égorgé la chèvre. Il était là à répandre du sang partout, sur le sol, sur les escaliers, et tout ça pour chasser les mauvais démons rwandais. Et après, il est parti en disant, bon, we put them in power. Hein, maintenant, voilà comment il dit, you put who in power? Et il n'a pas répondu. La nuit, après que j'ai rencontré Yerodia dans son bureau du Palais de la Nation, juste après le rendez-vous, mon propre garde du corps s'est fait assassiner près du camp de Tchatchi. Alors, il était très très déprimé. Je suis allé le voir chez lui. Il m'a dit non, si le président veut que nous puissions partir, bon, nous allons partir, il n'y a pas de problème. Mais qu'on n'essaye pas de nous attaquer ici. Parce que, bon, les gens sont prêts. C'est à ce moment-là que le président m'envoie à Kigali pour essayer de parler de ces choses-là à Kagame. Je lui ai dit, bon, écoutez, le président pense qu'il est temps que vos militaires rentrent. Il y a beaucoup d'abus, ils ne se comportent pas bien, et il est temps qu'ils puissent rentrer. Kagame a dit non, là, il n'y a pas de problème. On a bien l'avion à leur disposition, et avec des Congolais pour garantir que vraiment l'avion allait jusqu'à Kigali. Les Congolais porteurs d'un pactole qu'on offrait à nos frères rwandais, dirigeants rwandais, pour le surplus de dépenses non prévues qu'ils allaient avoir en réintégrant ce corps expéditionnaire. C'était pas une expulsion. La nuit même où nous avons quitté Kinshasa, la chasse aux Tutsis congolais et aux autres Aérois qui étaient dans notre armée, mais que nous ne pouvions pas rapatrier avec nous à Kigali, a commencé. Ils ont été traqués, arrêtés, tués. Quelques-uns ont essayé de s'organiser pour se rebeller. Le départ des Rwandais réveille à nouveau les démons de la guerre interethnique. 4 jours après le retour du commandant James Kabarebe à Kigali, une rébellion éclate dans les provinces est du Congo. Une rébellion derrière laquelle le Rwanda et l'Ouganda avancent à peine masqués.
Les anciens alliés de Kabila sont devenus ses nouveaux ennemis. Ironie de l'histoire, Kabila, l'éternel rebelle devenu président, doit à son tour faire face à un soulèvement qui ressemble à s'y méprendre à celui qui l'a sorti du maquis. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire, des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Et il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Tout était prévu pour que Kabila parte le plus tôt possible. Et ceux qui l'ont sauvé la vie, c'est l'intervention des Zimbabwe et des Angolais. La nouvelle armée de Kabila n'est pas de taille à affronter les forces rwandaises et ougandaises qui soutiennent la rébellion. En s'alliant au Zimbabwe et à l'Angola, Kabila choisit de diviser pour mieux régner. Le Zimbabwe et l'Angola, les nouveaux alliés de Kabila, avaient l'illusion de pouvoir nous imposer militairement une solution. C'était un différend qu'il fallait éclaircir rapidement. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. En s'alliant à Kabila, l'Angola s'assure de la neutralité du Congo dans la guerre civile qui l'oppose depuis 25 ans aux rebelles de l'UNITA. Le Zimbabwe, lui, espère surtout des retombées économiques. Un an après la chute de Mobutu, la région est à nouveau déchirée par la guerre. Le rêve d'une Afrique unifiée était-il trop beau ou naîtra-t-il enfin de ces nouvelles convulsions? Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à les faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à les faire jusqu'à ce que on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. Une très très grande espérance d'une nouvelle Afrique, tout à fait. Vous savez, Mobutu c'était vraiment un grand bloc de développement de l'Afrique et tout le monde ne souhaitait que son éjection d'une manière ou d'une autre et la reconstruction d'une nouvelle Afrique. Et je pense qu'avec la guerre, tout a été perdu d'un coup. Un véritable changement est en train de s'opérer dans notre région et sur notre continent. Et ce changement, si nous voulons qu'il soit véritablement significatif, ne peut pas juste arriver par accident. Il doit être réfléchi et mené à bien par des gens qui ont une véritable vision des bouleversements dont a besoin la région et le continent africain tout entier. Les étrangers pourront s'en mêler ou ne pas s'en mêler, mais plus tard, c'est d'abord à nous de prendre notre destin en main. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est abattu par son garde du corps. Lui qui n'a fait que trahir ceux qui l'ont porté au pouvoir finit trahi à son tour. C'est son fils, Joseph, 29 ans, qui lui succède.
Le nouveau président entreprend d'importantes réformes et regagne petit à petit une crédibilité internationale. Après 7 ans de guerre et 3,5 millions de morts, les différentes factions ont accepté la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mais cet accord pourra-t-il garantir une paix durable ou bien la tragédie des Grands Lacs continuera-t-elle à meurtrir toute la région et à anéantir tout espoir de paix pour les nouvelles générations? Dans un instant, Arte Reportage avec ce soir les présidentielles en Algérie et le Rwanda 10 ans après le génocide. A tout de suite. Vendredi, Jésus n'a pas voulu fonder une église, il a voulu le renouveau d'Israël. Il est dit dans l'évangile de Luc, elle mit au monde son premier-né, n'est-ce pas? On peut donc penser que Marie a mis au monde d'autres enfants. Quand on lit entre les lignes et qu'on veut reconstruire la réalité cachée, c'est très difficile.